Il y a des moments où la vie se transforme en une succession de jours grisâtres, où la motivation s'est évaporée et où le pilote automatique prend le contrôle. Ce n'est pas une dépression clinique ni un drame digne d'un film. C'est ce stagnation sourde, ce sentiment d'être face à une machine qui ne répond pas, peu importe combien tu presses les boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour un réconfort facile. La vérité est inconfortable. Personne ne viendra te sauver et continuer à attendre ne fait que prolonger la dette que tu as envers toi-même. C'est le prix à payer pour céder ton pouvoir aux circonstances, pour laisser les autres décider comment tu te sens et où tu vas. La philosophie stoïque ne te promet pas un truc miracle, mais elle te fournit un mécanisme concret. Prendre le contrôle, affronter la réalité telle qu'elle est et te reconstruire de l'intérieur, pièce par pièce, même si cela fait mal. Chaque jour que tu retardes l'action, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu choisis l'évasion, tu renforces la fracture interne. Si tu veux du respect de soi, tu devras cesser de négocier avec tes excuses. La force intérieure ne se trouve pas, elle s'entraîne. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent une motivation éphémère, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du changement et à cesser d'être esclaves de leur propre justification. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne lui-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. 1. Prends le contrôle de tes décisions. Personne ne te le dira en face, mais voici, si tu continues à attendre que les circonstances changent, que les gens te comprennent ou que la chance finisse par se souvenir de toi, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, piégé dans le même cercle vicieux d'excuses et de procrastination. Ce que tu as devant toi est la réalité sans filtre. Tout changement intérieur commence le jour où tu cesses de chercher des coupables à l'extérieur et acceptes que chaque résultat, chaque sensation de vide, chaque frustration a sa racine dans tes décisions, petites ou grandes, prises au quotidien, souvent par inertie ou par peur. Personne ne viendra te sauver de ta propre passivité. La vérité inconfortable est que chaque fois que tu choisis de ne pas décider, tu décides aussi. Tu choisis de rester au même endroit, tu choisis d'être spectateur de ta vie pendant que d'autres prennent le contrôle de la leur. Débarrasse-toi de cette habitude de blâmer le passé, tes parents, l'économie, ton partenaire, la météo, peu importe. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça te rend juste plus faible. C'est un mécanisme mental qui t'anesthésie et si tu ne le brises pas, te transforme en otage de ton propre récit. Le stoïcisme n'est pas une invitation à te résigner ni à te mettre en tapis. C'est un appel brutal à prendre les rênes de ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne te doit rien. Tu es le seul responsable de la qualité de ta vie et de ce que tu fais avec le temps que tu as. La responsabilité pèse, oui, mais elle libère aussi. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans tes choix, le victimisme perd son sens. Les gens forts ne se cachent pas derrière des excuses infantiles. Les gens forts regardent de front leur propre rôle dans le désastre et aussi dans la reconstruction. Ne confonds pas cela avec de l'auto-tromperie optimiste. Ici, il n'y a pas de place pour des phrases de développement personnel, ni pour visualise ce que tu veux et l'univers te le donnera. La réalité est que chaque fois que tu te justifies, tu t'éloignes un pas de plus de la vie que tu pourrais construire. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner la clé de ton destin à des forces externes? Il faut cesser de négocier avec soi-même pour éviter l'effort. Voici la ligne. Le contrôle réel commence quand tu cesses de négocier avec toi-même pour te rendre. Si tu veux du respect de soi, si tu veux avancer, tu dois te durcir et accepter que la douleur de décider par toi-même est le prix de la liberté. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. La discipline de prendre tes décisions n'est pas confortable, mais c'est la base de tout. Il n'y a pas de véritable construction sur l'autotromperie ni sur la faiblesse. Arrête d'attendre des signes ou des permissions. La seule permission dont tu as besoin est celle que tu te donnes. Choisir est un acte de force, pas de chance. Personne ne va se battre pour toi si tu ne te bats pas d'abord. 2. Arrête de chercher des coupables externes.
Tu conduis vers le travail et le trafic est pire que jamais. Devant toi, quelqu'un avance à pas de tortue, un autre se coupe sans prévenir et le feu rouge semble durer une éternité. Tu sens la pression dans ta poitrine, ta mâchoire est tendue et ta tête commence la litanie habituelle. Si les gens étaient plus considérés, si le gouvernement réparait les routes, si au moins aujourd'hui il ne pleuvait pas. Cet élan de chercher des coupables à l'extérieur est automatique, presque un réflexe conditionné. Mais dès que tu prends le temps d'observer vraiment ta réaction, tu te rends compte de quelque chose d'inconfortable. Chaque fois que tu pointes du doigt le monde, tu perds un peu plus le contrôle sur toi-même. C'est comme si, à ce moment-là, tu confiais le volant de ton humeur à n'importe qui, sauf à toi. Ce n'est pas le trafic qui te met de mauvaise humeur, c'est ce mécanisme mental qui décide de céder le contrôle. Il y a une sorte de soulagement momentané à blâmer l'extérieur. Cela te permet de te sentir innocent. Cela te donne une excuse pour ne pas regarder à l'intérieur et éviter l'inconfort de te reconnaître comme partie du problème. Mais ce confort est un piège. Il s'accumule comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, te sera facturée sous forme de frustration chronique, de ressentiment et de paralysie. Le véritable poids ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'inertie interne de toujours chercher des responsables au-delà de tes limites. Une idée toxique s'installe, celle que ton bien-être dépend de facteurs que tu ne vas jamais contrôler complètement. Ainsi, chaque fois que l'environnement échoue, ton humeur chute et tu te convaincs d'être victime d'un monde défectueux. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta vie être une réaction en chaîne à ce que font ou ne font pas les autres? La réponse honnête, même si elle fait mal, est que tant que tu resteras accroché à ce schéma, ta croissance sera toujours hypothéquée. Changer cette fondation nécessite un acte de brutale honnêteté. Accepter que le véritable saboteur n'est ni le trafic, ni le partenaire, ni le patron, ni le pays, mais cette habitude interne d'esquiver ta responsabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire sentir coupable, il cherche à te réconcilier avec ton propre pouvoir. Car c'est seulement lorsque tu cesses de chercher des coupables que tu retrouves la capacité d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. Le muscle de la force intérieure se renforce en cessant de déléguer ta paix mentale à des mains extérieures. Choisis de ne plus être otage de ce que tu ne peux pas contrôler. La liberté personnelle commence le jour où tu assumes le prix de ta responsabilité. Personne ne te doit ta sérénité, c'est toi qui la cultives ou la négliges, chaque jour. 3. Affronte la réalité sans évasion. Je vais être honnête, la partie de moi qui me coûte le plus à affronter est celle qui, malgré tout le discours rationnel, cherche encore des moyens de ne pas regarder la réalité en face. Il y a un mécanisme qui s'active presque sans que tu le remarques. Tu reportes une conversation difficile, tu minimises l'ampleur d'une mauvaise habitude, tu te répètes que ce n'est pas si grave, et même tu cherches des distractions pour ne pas avoir à t'asseoir et ressentir ce qui se passe vraiment. C'est brutal de reconnaître à quel point on peut devenir son propre pire obstacle, non pas par manque d'information, mais par cet élan de continuer à nier l'évident, de vouloir filtrer la vie pour qu'elle fasse moins mal. Mais chaque fois que tu évites, même avec l'excuse de te protéger, la seule chose que tu réussis à faire est de reporter le moment où tu devras payer le prix complet de cette évasion, multiplié. Affronter la réalité sans anesthésie est inconfortable, mais la charge accumulée de tout ce que tu ignores est bien plus inconfortable. Le problème, c'est que l'évasion n'est pas seulement un acte conscient, c'est une structure mentale qui se nourrit de petites concessions quotidiennes. Tu te dis que demain tu auras plus d'énergie, que tu le résoudras quand tu te sentiras mieux, que ce n'est pas le moment. Mais cette collection d'excuses, au lieu de te soulager, te vole de la force. L'esprit apprend vite. Si chaque fois qu'une inconfort te dérange, tu la couvres par une distraction ou une justification, tu finis par entraîner ton caractère dans la faiblesse. Tu vis dans un cycle où la négation te vole la clarté, et la clarté est la seule chose qui pourrait te donner une direction.
L'évasion, tôt ou tard, devient une dette psychologique qui accumule des intérêts. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui, tu le retrouves demain avec le double de poids. Il ne s'agit pas d'adopter une posture froide d'indifférence, ni de te punir pour chaque erreur. Il s'agit d'avoir le courage de voir les faits tels qu'ils sont, sans maquillage émotionnel ni distorsion pour adoucir le choc. Le stoïcisme insiste là-dessus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de construction possible sur le mensonge, ni de progrès là où l'on cache la tête. La réalité est dure, mais la distorsion est létale. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui te dérange, tu récupères une partie de ton pouvoir perdu. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être honnête. La force intérieure se forge dans la friction avec la vérité. Ose regarder en face ce que tu ne veux pas voir, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes schémas répétitifs. Ce n'est qu'ainsi que tu peux commencer à les transformer. L'évasion est l'usine de l'auto-tromperie. Le courage d'accepter est la porte au changement réel. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à affronter la réalité. Tu dois décider de le faire, même si cela te dérange, même si cela fait mal. Cesser de fuir est le premier acte de dignité personnelle. Chaque fois que tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu avances plus que des années de justification. Ce qui n'est pas affronté ne disparaît pas. Il s'enquiste simplement. Choisis la vérité, même si elle est inconfortable. L'autotromperie est une prison sans barreaux, mais elle t'enferme quand même. Alors, si tu veux une vie différente, commence par la discipline de regarder la réalité sans filtre, sans excuses et sans anesthésie. C'est le terrain où la transformation devient possible. 4. Fixe un cap clair dans ta vie. Un bateau à la dérive en mer ouverte ne sent pas le poids de son ancre, mais chaque vague l'éloigne un peu plus du port qu'il n'a jamais choisi. C'est un mouvement constant, oui, mais sans sens, sans direction, comme ces jours qui se succèdent les uns après les autres, où tu ne fais que survivre en éteignant des incendies qui ne te concernent pas, en accomplissant des routines que tu ne remets plus en question, en laissant la marée des obligations t'emporter où que ce soit, sauf là où tu veux vraiment être. Sur ton visage, on peut voir la fatigue de temps ramé sans carte. Dans tes mains, la tension de tenir ce qui n'est pas à toi. Le visage se durcit, le regard perd son éclat, le dos se courbe sous le poids des attentes empruntées. Ainsi s'accumule l'usure invisible. Chaque décision reportée, chaque objectif que tu n'oses pas dessiner, chaque jour vécu en pilote automatique te retire une couche d'énergie et de but. Personne ne t'offre la clarté. Tu dois la construire, pas à pas, avec des actes concrets et la brutalité honnête de te demander vers où tu veux vraiment aller, même si la réponse te met mal à l'aise. Le manque de cap n'est pas seulement un problème philosophique, c'est une détérioration palpable. On le ressent dans le corps quand tu te réveilles sans envie. On le lit dans ton agenda vide de sens. On l'entend dans tes longs silences évasifs quand quelqu'un te demande ce que tu attends de la vie. Le vide ne surgit pas par manque d'options, mais par la lâcheté de ne choisir aucune. Il n'est pas surprenant que les jours sans but pèsent 3 fois plus. L'esprit se disperse, la motivation se dissout et chaque action finit par être une réaction, jamais un choix personnel. L'usure est silencieuse, mais létale. C'est l'érosion quotidienne de la volonté. C'est pourquoi fixer un cap clair n'est pas un luxe ni une phrase inspirante, c'est une nécessité urgente. Le caractère se façonne quand tu décides de ne plus vivre selon les urgences des autres et que tu t'engages, même si ta voix tremble, à un objectif défini. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce qui n'est pas poursuivi se perd dans le brouillard de la routine. Il ne s'agit pas de trouver un grand but gravé dans la pierre, ni d'attendre le signal parfait. Il s'agit de choisir, même si tu doutes, un or provisoire, un objectif concret, et d'avancer vers lui avec discipline, même les jours où la motivation brille par son absence. La concentration est un muscle. Elle se renforce en rejetant la dispersion et en priorisant ce qui compte, ce qui te rapproche, même si c'est un pas minuscule, de ce que tu sais au fond de toi que tu dois construire.
La direction ne s'improvise pas, elle se forge. Celui qui n'ose pas choisir finit là où il ne voulait pas arriver. Trace ton cap, même si l'horizon est nuageux. Rien n'érode plus le caractère qu'un voyage sans destination. Définis ton chemin, même s'il est imparfait, et commence à marcher. Le sens n'apparaît pas, il se construit. 5. Agisse, même si tu ressens de la peur ou du doute. La peur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais de ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent paralysés n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'agir même avec un pouls tremblant. Personne ne va relever ta vie à ta place pendant que tu collectionnes des excuses. Ça suffit de justifier l'inaction avec des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas encore prêt »,« quand j'aurai plus confiance, je le ferai ». Ces phrases sont des chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. La réalité est brutale. La sécurité n'arrive jamais avant le saut. Elle arrive après avoir affronté ce qui te fait peur. Attendre que la peur disparaisse est le mécanisme le plus efficace pour rester figé dans la même version de toi qui t'étouffe déjà. Le stagnation ne se brise pas en pensant, elle se brise en agissant, même si ta voix intérieure te dit que tu vas échouer. Arrête de négocier avec tes peurs comme si elles étaient des oracles prédisant ton échec. Ce ne sont que des alarmes internes, pas des sentences définitives. Si tu restes assis à attendre la sensation magique de certitude, tu vas regarder en arrière dans 1 an et voir la même liste de choses à faire, les mêmes rêves non réalisés et la même frustration enracinée. L'action fait mal, oui, mais l'inaction te dépouille de ton caractère. La vie n'attend pas ceux qui doutent, elle punit ceux qui procrastinent. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu entraînes une fibre intérieure qui ne s'acquiert pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Le respect de soi ne s'achète pas, il se mérite. Et le seul prix à payer est de traverser l'inconfort de bouger, même quand tout en toi te crie de rester immobile. C'est aussi simple que ça et aussi dur. Ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de volonté. Il est facile de se réfugier dans le perfectionnisme ou dans l'excuse de la préparation infinie. Mais chaque jour que tu remets à plus tard une décision, que tu résous un conflit, que tu commences un projet ou que tu sors d'une relation qui te draine, tu cèdes du terrain à la lâcheté déguisée en prudence. Vas-tu continuer à alimenter ce mécanisme mental qui te convainc que demain est meilleur qu'aujourd'hui? La vie ne se transforme pas depuis une zone de confort. Les changements se cuisinent dans l'inconfort, le risque et la peur affrontés de front. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. La peur ne disparaît pas, elle se vainc par l'action. Ne cherche pas de garantie, cherche du courage. Si tu veux du respect de soi, arrête de négocier avec tes doutes et pousse. Tu n'as pas besoin de permission pour avancer, juste la décision de ne plus te faire petit face à tes insécurités. L'action est l'antidote contre la stagnation. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera le poids que tu porteras demain. 6. Renforce ta discipline jour après jour. Personne ne va te donner de la discipline. Il n'existe aucun raccourci ni motivation soudaine qui puisse remplacer le travail constant nécessaire pour se construire de l'intérieur. Le muscle de la discipline ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se travaille parfois seul, à porte close, dans ces moments où personne ne te regarde et où tout en toi te pousse à céder, à revenir à ce qui est confortable, à remettre à demain. La réalité, c'est que la plupart du temps, tu ne voudras pas faire ce que tu dois. Tu chercheras des excuses sophistiquées, des raisons logiques pour procrastiner, de petites négociations internes qui te promettent un soulagement momentané, en échange du sacrifice de ton progrès à long terme. L'esprit est expert pour te vendre l'histoire que sauter une fois n'a pas d'importance, que tu as déjà fait suffisamment, que tu mérites du repos avant de l'avoir gagné. Mais chaque concession à cette voix intérieure est une fracture dans ton caractère. C'est là que se définit qui prend le contrôle, toi, ou le mécanisme automatique qui recherche le plaisir immédiat et évite l'effort.
La vraie discipline n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est silencieuse, inconfortable, répétitive. Elle te confronte à ta version la plus paresseuse, aux parties de toi qui préfèrent se distraire, se perdre dans la gratification instantanée ou se contenter de survivre à la journée. Et c'est dans cette friction quotidienne que se mesure ton respect de soi. N'attends pas que la motivation te sauve chaque matin. C'est un piège mental qui ne fait que retarder le début du changement. La discipline est le prix que tu paies pour avoir le contrôle sur toi-même. Les promesses que tu te fais en privé valent plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. La cohérence se démontre dans ce que tu choisis quand personne ne t'exige. C'est la base du véritable autogouvernement. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même les jours où tout en toi te demande de capituler. Si tu cherches une transformation réelle, tu dois comprendre que la discipline est moins une vertu qu'un outil de survie psychique. C'est le mécanisme qui te soutient lorsque les émotions s'effondrent, lorsque l'environnement ne t'accompagne pas et lorsque la fatigue mentale te murmure qu'il serait plus facile de céder. Le caractère se forge dans ces petits moments où tu franchis le seuil de l'inconfort et où tu restes ferme, même si cela coûte, même si cela fait mal. Cède une fois et ton esprit le retiendra comme un permis. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir cumulatif de tes décisions quotidiennes. Il n'existe pas de discipline sans autosurveillance, sans ce regard honnête qui détecte les excuses avant qu'elles ne deviennent des habitudes. La véritable croissance se produit en dehors des projecteurs, dans cette zone grise où seul toi sais si tu as choisi d'avancer ou de reculer. Personne ne va t'applaudir pour avoir rempli tes obligations, mais ton respect de soi en dépend. La discipline n'est pas une punition, c'est la plus grande expression de soin de soi. Si tu veux vraiment sortir de l'impasse, renforce ta discipline jour après jour, même s'il n'y a pas de témoin, même si personne ne le remarque. Le prix du changement est de faire ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne inévitable. 7. Sois cohérent entre pensée et action. Tu vas au magasin, tu salues poliment, tu achètes ce dont tu as besoin et tu souris, même si à l'intérieur, ta tête repasse encore et encore cette conversation en attente ou le véritable motif de ta fatigue. Ensuite, chez toi, tu te surprends à réclamer honnêteté et loyauté aux autres, tout en justifiant tes propres contradictions avec des arguments que même toi, tu ne crois pas. C'est ainsi qu'à ton insu, tu commences à vivre avec une fracture interne. Une partie de toi exige de la cohérence du monde, mais une autre partie opère selon la loi du « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Le désajustement entre la pensée et l'action n'est pas un problème philosophique lointain. C'est l'origine tangible de l'insatisfaction, de l'épuisement et de la sensation constante de te trahir. Chaque fois que tu agis contre tes principes, même si personne ne le sait, ton esprit l'enregistre comme une dette interne qui peu à peu devient un fardeau psychologique. Tu peux tromper les autres, mais ton estime de soi se joue dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis entre l'intégrité et le confort. Le mécanisme est clair, tu justifies un raccourci, tu ignores une promesse, tu t'accordes une incongruité parce que ce n'est pas si grave. Et ainsi tu entraînes ton cerveau à tolérer l'incohérence. Mais le prix n'est pas négligeable. L'autoconcept s'érode, la confiance en soi se brise et la motivation devient inconstante, car au fond, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à celui qui ne respecte même pas sa parole. L'incohérence n'est pas seulement une erreur éthique, c'est l'origine de l'anxiété sourde, de la fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, de la sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de combler le fossé entre ce que tu penses et ce que tu fais, car c'est là que se construit le véritable caractère. Ce que tu tolères en privé se filtre dans le public. Ce que tu te permets dans le petit devient fracture dans le grand. Il n'existe pas d'autogouvernance sans cohérence interne. Le stoïcisme le dit clairement. La force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de contradictions, mais dans le fait de les affronter et de corriger le cap chaque fois que tu dévies.
Pense à chaque décision comme un investissement ou une soustraction dans ton compte de respect de soi. La cohérence, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te voit. Si tu tolères la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, tu alimentes le cycle de la frustration. Le véritable pouvoir personnel se construit lorsque ta parole et ton action vont dans la même direction, même si cela coûte, même si l'environnement invite à la tentation facile. Il ne s'agit pas de paraître impeccable devant les autres, il s'agit de pouvoir te regarder en face sans ressentir de honte pour tes concessions. Lorsque tu choisis d'être cohérent, la vie se simplifie. Moins d'épuisement, moins de culpabilité, plus de force pour affronter ce qui vient. La cohérence ne te rend pas parfait, mais elle te rend invulnérable à l'auto-tromperie. Si tu veux un respect de soi durable, commence par cesser de te trahir dans le quotidien. Chaque acte aligné est une brique de plus dans ta reconstruction interne. 8. Prends la responsabilité de ta croissance. Parfois, je me surprends à regarder mon propre reflet sur l'écran de mon téléphone, avec la lumière bleue marquant les cernes, et ce geste à mi-chemin entre la fatigue et la résignation. La routine se sent comme un poids sur les épaules, les jours s'empilent et la vie semble avancer sans me demander la permission. Ce n'est pas que j'ignore que je devrais faire plus, apprendre, m'améliorer, grandir. C'est que bien souvent, je me piège dans le piège d'attendre que l'élan vienne de l'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose me secoue et m'oblige à évoluer. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui s'est installée dans le confort de l'attente, comme si la croissance était une conséquence logique du passage du temps et non le résultat d'un effort volontaire. C'est là que commence l'auto-illusion, quand je crois que juste par le fait d'exister, de remplir mes obligations, de survivre un jour de plus, je progresse déjà. Mais la réalité est tout autre. La croissance personnelle ne se produit pas simplement parce que les jours passent, ni parce que la vie te met à l'épreuve. Soit tu prends le contrôle de ton propre développement, soit tu stagnes, même si ton environnement change 1000 fois. Pense à ces moments où tu restes à regarder une série par inertie, tout en notant mentalement tout ce que tu devrais être en train de faire. Le corps s'installe sur le canapé, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard tranquille, et bien que tu ressentes un léger malaise, tu l'anesthésies avec des distractions. Le détail réside dans les petits gestes. Tu repousses cette lecture en attente. Tu laisses pour demain la conversation gênante. Tu évites d'apprendre de nouvelles compétences parce que la peur de l'échec se déguise en paresse. Ces actes minimaux sont en réalité des décisions de rester le même. Il n'y a pas de développement possible si tu ne prends pas la responsabilité de pousser tes propres limites, si tu n'acceptes pas que personne d'autre ne fera le travail intérieur à ta place. La responsabilité de grandir est inconfortable car elle implique de cesser d'attendre que l'environnement t'oblige. Elle implique que tu te lèves, que tu te mettes mal à l'aise face à tes manques et que tu choisisses, même à contre-cœur, de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Personne ne devient fort par accident. La croissance personnelle n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Prends la responsabilité de ton évolution comme on prend soin d'une plaie pour qu'elle cicatrise bien. Avec une attention quotidienne, avec des désagréments, avec discipline. Chaque jour où tu choisis de ne pas exiger plus de toi, tu t'habitues un peu plus à la médiocrité. Ne confonds pas confort avec bien-être ni passivité avec maturité. Tu peux avoir l'agenda rempli d'activités et rester vide si tu n'investis pas dans ce qui te construit réellement. Le véritable progrès ne se sent pas glorieux. Il est souvent rude, solitaire et composé de petits actes qui s'additionnent. La responsabilité, c'est cesser d'attendre des miracles et commencer à créer des résultats. Si aujourd'hui tu ne prends pas en charge ta propre croissance, demain tu n'auras qu'une version plus fatiguée de la même frustration. Personne ne va te pousser à évoluer. Le travail est à toi, la décision aussi. 9. Ne dépend pas de la motivation passagère. Pense à la motivation comme à une allumette. Elle s'allume facilement, brûle intensément quelques secondes, puis il ne reste que des cendres et la même obscurité qu'auparavant.
Compter sur cet élan fugace pour changer ta vie est une autotromperie confortable, mais brutalement inefficace. La motivation est traîtresse. Elle apparaît quand tu en as le moins besoin et disparaît juste les jours où tout pèse le double. Si ton avancement dépend d'attendre cet élan éphémère, alors ton progrès est vendu au hasard, à l'émotion du moment, à la paresse déguisée en quête intérieure. Tu mets ta reconstruction personnelle entre les mains d'un mécanisme volatile, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une structure interne qui ne dépende pas de l'humeur, du climat ou de la vidéo inspirante de la semaine. Celui qui attend d'être motivé s'enlise dans l'inertie. Tu n'as pas besoin d'étincelles, tu as besoin de résistance. Le problème, c'est que la culture actuelle t'a vendu l'idée que tu ne dois agir que lorsque tu ressens l'envie. Ce conseil est du poison déguisé en conseil moderne. Que crois-tu qu'il se passe les jours gris quand le corps ne répond pas et que l'esprit se sent vide? Si tu te donnes la permission d'agir seulement lorsque la motivation te rend visite, alors tu as signé ta condamnation à la médiocrité. La discipline est ce qui te maintient en mouvement lorsque l'enthousiasme s'évapore, lorsque l'émotion devient indifférence et lorsque l'esprit cherche des excuses sophistiquées pour dissimuler sa paresse. Il est facile de s'entraîner quand il y a du public, il est facile d'étudier quand tout coule, il est facile d'avancer quand l'énergie est abondante. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais quand tout cela échoue. Ne construis pas ta vie sur des impulsions, construis-la sur des décisions. Ceux qui réussissent à changer vraiment sont ceux qui ont compris que la motivation est un luxe, pas une condition. Ils en ont assez d'attendre et ont décidé d'agir même sans envie, même lorsque le corps proteste, même lorsque l'esprit supplie pour un repos qu'il ne mérite pas. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour honorer tes engagements, tout comme tu n'as pas besoin d'être amoureux de la routine pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu cèdes au récit de la motivation, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu accomplis sans envie, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. La motivation est l'applaudissement fugace. La discipline est le fondement invisible. Si tu veux du respect de soi, entraîne ta capacité à agir sans éclat, sans témoin et sans la promesse de plaisir immédiat. Ne mets pas ta vie sur pause en attendant qu'un éclair d'énergie te tombe dessus. La vie ne te doit pas d'inspiration, tu te dois de la constance. 10. Entoure-toi de personnes qui te poussent. Entoure-toi de personnes qui te poussent, ou prépare-toi à porter le poids mort de ceux qui te freinent. La vérité inconfortable est que tes limites personnelles ne se forgent pas seulement dans la solitude. Elles se sculptent, pour le meilleur ou pour le pire, dans cet environnement invisible que tu tolères au quotidien. Si tu t'entoures de ceux qui se contentent de peu, tôt ou tard, tu deviens complice de leur inertie. L'esprit apprend par imitation bien avant que tu ne t'en rendes compte. Tu absorbes le découragement des autres, tu normalises la plainte, tu deviens expert pour justifier ton stagnation parce que tout le monde autour de toi le pratique comme si c'était un art. La médiocrité est contagieuse et il suffit de baisser la garde quelques jours pour qu'elle s'infiltre et finisse par anesthésier ton envie de grandir. Il est brutalement honnête de l'admettre, mais souvent, le plus grand saboteur de ton avancement n'est pas ton manque de volonté, mais la validation constante de l'environnement qui t'invite à rester le même. Le mécanisme est pervers. Tu cherches l'acceptation, tu crains de déranger, tu préfères ne pas défier le confort collectif parce que cela te garantit d'appartenir. Mais ce prix est extrêmement élevé. Chaque conversation où tu tais tes aspirations pour ne pas paraître arrogant, chaque moment où tu minimises tes progrès pour t'intégrer, chaque fois que tu tolères le cynisme déguisé en réalisme, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Un genre de pacte silencieux s'installe où personne n'exige plus de soi-même parce que cela mettrait en évidence les renoncements de tous. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu t'entraînes à ne pas te démarquer et à porter la culpabilité de vouloir plus. La médiocrité se déguise en loyauté au groupe. Et le pire,
C'est que l'habitude de te conformer devient une cage invisible. Tu te dis que tu es loyal, alors qu'en réalité, tu as juste peur d'avancer seul. La partie la plus difficile est de reconnaître que couper les liens ou prendre de la distance avec ceux qui n'apportent rien peut sembler être une trahison. Mais s'accrocher à des liens qui ne valident que ta version la plus faible ne fait que prolonger ta stagnation. Il ne s'agit pas de devenir froid ni de mépriser qui que ce soit, mais de comprendre que ton évolution est personnelle et que tu ne peux pas porter ceux qui refusent d'avancer. Ne t'excuse pas de grandir plus vite que ton environnement. Le véritable soutien n'est pas celui qui te console dans la défaite, mais celui qui te défie à ne pas rester à l'aise dans celle-ci. Le stoïcisme est clair. Choisis bien ceux que tu laisses entrer dans ton cercle proche, car leur influence sera inévitable. Si tu veux renforcer ton caractère, cherche des relations qui défient tes excuses, qui te reflètent tes angles morts et qui te dérangent lorsque tu te contentes de moins que ce que tu peux être. L'appartenance réelle ne se construit pas dans le confort des applaudissements faciles, mais dans l'honnêteté brutale de ceux qui exigent que tu sois meilleur. Si tu veux avancer, arrête de chercher refuge dans des groupes qui célèbrent la résignation et commence à investir ton temps et ton énergie dans des personnes qui te poussent à te sentir mal à l'aise, à corriger, à grandir. L'environnement n'est pas seulement un contexte, c'est le moule invisible de ton caractère. Décide avec qui tu entraînes ton esprit, car tôt ou tard, tu deviens la moyenne des voix que tu tolères près de toi. Entoure-toi d'élan, pas de ballast. C'est une décision que seul toi peux prendre. Il y a des vérités qui font plus mal que n'importe quelle provocation. C'est toi qui décides si la colère te gouverne ou si tu apprends à la maîtriser. Peu importe à quel point tu crois que ta colère est justifiée, l'effet est toujours le même. Elle t'épuise, elle te prive de clarté et elle te transforme en otage des impulsions des autres. Personne ne va s'arrêter net pour prendre soin de ta paix mentale, donc c'est à toi de la protéger. Cela peut sembler brutal, mais chaque fois que tu exploses, tu remets le contrôle de ta vie aux autres. Et le pire, c'est que tu le fais par habitude, comme quelqu'un qui paie une dette qu'il n'a même pas contractée consciemment. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais vivre à la merci de la colère est un signe de faiblesse émotionnelle, pas de caractère fort. Supporter provoque des fissures internes qui se reflètent ensuite dans tes relations, ta santé et ta vision du monde. La philosophie stoïque ne promet pas de miracle, ni ne te demande de te résigner. Elle exige discipline et courage pour remettre en question tes excuses, pour filtrer ce qui mérite vraiment ton énergie et pour prioriser la sérénité sur l'ego. Si tu cherches des raisons de continuer à réagir de la même manière, tu en trouveras. Mais si tu veux des résultats différents, tu as besoin d'une approche qui ne plie pas devant la provocation la plus facile. Personne d'autre ne va entraîner ton autodiscipline à ta place. Le calme n'est pas résignation, c'est du pouvoir à l'état pur. Ici, tu vas découvrir 10 leçons pour cesser d'être esclave de ta colère et faire du calme ton plus grand atout. 1. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Arrête de te mentir. Ton premier élan n'est pas ta véritable décision. Tu n'es pas esclave de ce que tu ressens au moment où l'on te provoque, mais tu continues d'agir comme si chaque réaction était inévitable, comme si la colère te possédait et que tu ne pouvais qu'observer comment tu te traînes dans le même labyrinthe que toujours. Le confort de blâmer les autres, de justifier tes explosions par un caractère fort ou une situation insupportable ne fait qu'alimenter ta faiblesse. Affronte-le. Personne ne t'oblige à perdre le contrôle. C'est toi qui choisis de céder à ce qui est le plus basique de ton esprit. On t'a appris à confondre réaction et réponse, et tu as acheté ce mensonge parce que c'est plus facile que d'assumer la responsabilité. Mais le prix est élevé. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu renforces une habitude qui devient une fracture dans ton caractère. Chaque réaction automatique t'éloigne de la véritable liberté. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de choisir avec quoi tu t'identifies, avec l'émotion passagère qui te frappe ou avec la volonté de rester maître de toi-même.
Te laisser emporter par la colère, c'est te rendre sans te battre, c'est abdiquer ton pouvoir personnel avant même d'essayer. Et oui, ça fait mal de voir à quel point c'est difficile pour toi. Ça fait mal de reconnaître que beaucoup préféreraient empoisonner l'atmosphère, décharger leur toxicité, puis se trouver des excuses, plutôt que de s'arrêter, respirer et agir en pleine conscience. Mais voici la vérité. Personne ne respecte quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Et perdre le contrôle, c'est, en essence, perdre le respect de soi. Tu dois entraîner ton esprit exactement comme tu entraînerais un muscle atrophié. Chaque fois que tu choisis la pause, même si c'est inconfortable, chaque fois que tu refuses de mordre à l'hameçon de la provocation, tu investis dans ta paix mentale et surtout dans ta dignité. L'autocontrôle n'est pas de la répression. C'est le seul acte authentique de liberté que tu as face à l'inévitable. Le reste n'est qu'une réaction en chaîne, une répétition de schémas étrangers que tu n'as pas choisis, mais que tu continues de perpétuer par paresse mentale. La prochaine fois que tu ressens l'élan de répondre avec colère, demande-toi: est-ce que je veux porter le poids d'une autre réaction automatique ou est-ce que je préfère l'effort de choisir ma réponse, même si cela m'est difficile? Parce que ne te méprends pas, ce qui est facile, c'est d'exploser, ce qui est difficile, c'est de décider. Mais seule la difficulté te transforme. Le calme ne s'improvise pas, il s'entraîne. Et si tu n'es pas capable de choisir ta réponse, tu ne seras jamais maître de rien d'important dans ta vie. Ta réaction révèle ton niveau. L'autocontrôle est la seule victoire que personne ne peut te ravir. 2. Ta calme est ta véritable force. Tu franchis la porte de ta maison après une longue journée. Tu trouves la vaisselle sale, la télévision à plein volume. Quelqu'un te demande quelque chose, sans même te regarder dans les yeux. Tu sens la tension dans ta mâchoire, le battement de ton cœur s'accélérer, comme si ton corps était programmé pour réagir au moindre stimulus. Tu reconnais le désir de te faire entendre, de marquer ton territoire, d'exiger le respect que tu estimes mériter. Mais si tu t'arrêtes une seconde, ce qui émerge n'est pas la puissance, mais une profonde sensation de vulnérabilité. L'impression que si tu ne réagis pas, tu seras invisible, que si tu n'imposes pas ta volonté, tu seras piétiné. La colère ne naît pas de la force, mais de la peur de perdre ce que tu considères comme tienne, ton espace, ton temps, ton importance. La véritable racine de l'impulsion n'est pas la dignité, mais l'insécurité. À cet instant, ton esprit crée une illusion, que exploser te redonnera le contrôle, que réagir te fera gagner de l'autorité. Mais si tu t'observes avec honnêteté, chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu finis par te sentir plus faible. L'éclat de colère te laisse avec une gueule de bois émotionnelle, une dette intérieure qui ne se paie ni avec des cris, ni avec des reproches. C'est là que l'autocontrôle prend un sens complètement différent. Ce n'est pas tenir le silence, c'est choisir avec maturité à quoi tu consacres ton énergie. Tu comprends que ta calme n'est ni passivité ni résignation. C'est une déclaration de pouvoir sur toi-même. La calme est la seule forme d'autorité que personne ne peut discuter, car elle ne dépend ni de la reconnaissance des autres, ni des circonstances extérieures. L'esprit, entraîné pendant des années à réagir, doit remettre en question ses filtres. Pourquoi crois-tu que l'on ne te respecte que si tu imposes ta voix? Quelle partie de toi suppose que céder à la calme est céder à ta valeur personnelle? Lorsque tu observes tes mécanismes sans te justifier, tu découvres que la colère est un masque qui tente de cacher ta peur de ne pas être à la hauteur. Mais plus tu t'identifies à ce masque, plus tu t'éloignes de ta véritable force. La calme est une résistance active. C'est décider de ne pas hypothéquer ta paix pour l'urgence de prouver quoi que ce soit à quiconque. La calme est maîtrise de soi, pas indifférence. C'est une phrase que tu dois te rappeler. Pratiquer cette calme, encore et encore, est inconfortable. Tu ne te sentiras pas grand au début, mais petit et exposé, car le silence te confronte à tes propres insécurités. Mais cet inconfort est le véritable entraînement. Là, dans la pose inconfortable, se construit le muscle invisible de la dignité.
Il n'existe pas de force plus inébranlable que celle de celui qui maîtrise sa réaction. La calme ne te rend pas faible, elle te rend inexpugnable. Laisse les autres choisir l'épuisement, choisis la liberté. La calme personnelle ne se négocie jamais. 3. Pratique l'autocontrôle avant de répondre. Je dois l'admettre, la plupart du temps, lorsque quelque chose m'irrite, la première intention qui surgit n'est ni une réponse construite, ni une réflexion mûre. C'est un instinct presque animal, une sorte de décharge automatique qui cherche uniquement à défendre mon orgueil blessé ou mon besoin de contrôle. Je me rends compte, lorsque je revois ces moments après coup, que ce que j'ai fait n'a pas été de décider, mais de céder. Et le plus inconfortable, c'est que je ne peux même pas le justifier avec honnêteté. Ce n'est pas que je ne pouvais pas m'en empêcher, c'est que je ne me suis jamais vraiment proposé de mettre le frein. Pratiquer l'autocontrôle avant de répondre n'est pas naturel, et c'est la vérité qu'il est difficile d'accepter. Nous avons été programmés pour rechercher un soulagement immédiat, pour couvrir l'inconfort avec des mots lancés sans filtre, comme si soulager la pression interne était plus important que la conséquence externe. Que reste-t-il après? Un poids, une dette émotionnelle qui s'accumule et te fait payer la facture bien après que la colère se soit dissipée. L'autocontrôle, bien que cela semble abstrait, est en réalité une stratégie profondément pratique. Cela commence par identifier la séquence réelle de la colère. D'abord, l'irritation surgit, puis le corps réagit. Et c'est là qu'un petit espace presque invisible s'ouvre, dans lequel tu as encore le pouvoir de décision. C'est l'instant critique. La plupart l'ignorent parce que cela exige une attention consciente et va à l'encontre du confort mental. Mais cet intervalle est la seule porte vers la liberté. Si tu ne t'entraînes pas à ce muscle, celui de t'observer et de faire une pause, tu deviens esclave de tes habitudes héritées, cette collection de réactions que tu répètes parce que tu n'as jamais remis en question si elles te bénéficiaient. La différence entre quelqu'un qui répond avec contrôle et quelqu'un qui réagit sans filtre se trouve dans cette marge de seconde, dans cette décision cachée que peu osent prendre. La pratique consiste donc à retarder la décharge. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'avaler la colère, mais de retarder la réponse juste assez longtemps pour démonter le mécanisme automatique. Respirer, remarquer le tremblement intérieur, reconnaître l'impulsion sans lui céder le contrôle. C'est du leadership personnel, pas de la résignation. Lorsque tu parviens à imposer ce petit délai, même si au début tu brûles intérieurement, tu te rends compte que l'urgence de répondre perd de sa force. La plupart des conflits se gonflent dans ce premier instant. Si tu survis au pic initial sans exploser, il est beaucoup plus facile de choisir une réponse intelligente par la suite. L'autocontrôle est une force silencieuse. Tout le monde ne le remarque pas, mais on le ressent toujours. C'est à toi de décider si tu veux continuer à payer le prix de chaque réaction automatique ou commencer, même si cela coûte, à investir dans le calme qui te rend invulnérable. C'est la différence entre vivre à la merci de tes impulsions ou commencer à construire un caractère qui ne se déforme pas chaque fois que quelqu'un appuie sur le mauvais bouton. Pratique l'autocontrôle avant de répondre. C'est là que commence le véritable respect de soi. 4. Ne te laisse pas contaminer par la colère des autres. Comme si tu entrais dans une pièce pleine de fumée étrangère, l'air se colle à ta peau, t'irrite les yeux, et même si ce n'est pas toi qui as allumé le feu, tu finis par tousser quand même. C'est ainsi que fonctionne la colère des autres. Elle s'infiltre, cherche des fissures, s'accroche à tes gestes et à ta voix sans que tu ne t'en rendes compte. Observe le visage de quelqu'un dominé par la colère. Mâchoire serrée, mains crispées, regard dur qui rebondit sur n'importe quel objet, mots lancés comme des poignards. L'ambiance se densifie, l'énergie se charge d'une électricité invisible. Tu sens la chaleur monter dans ton cou, l'impulsion de répondre sur la même fréquence. C'est une contagion silencieuse. Tu crois que tu décides, mais tu ne fais que copier le schéma émotionnel de celui qui est en face de toi. La colère des autres est une invitation à te perdre toi-même,
à laisser une autre personne écrire le scénario de ta réaction. Si tu n'en es pas conscient, tu deviens une extension du malaise d'autrui, un écho de son bruit intérieur. Regarde-toi dans ces scènes quotidiennes, la circulation bloquée et un conducteur à côté de toi frappant le volant, criant dans sa capsule de frustration. Tu sens ton pouls s'accélérer, la tentation de répondre avec la même rage pour une offense qui n'était même pas la tienne. Ou au bureau, quand quelqu'un lance une critique venimeuse et que la tension se propage comme une tache d'encre, tu vois les visages se durcir, tu entends le ton des voix s'élever, comme si la crispation avait des couleurs propres qui teintent l'environnement. Voici le danger. Quand tu te plonges dans la colère d'un autre, même si c'est par défense ou par justice, tu abandonnes ta liberté. Ce n'est pas ton devoir de porter la frustration des autres sur tes épaules. Ne absorbe pas le poids émotionnel de ceux qui ne savent pas le lâcher. Cette phrase vaut de l'or. Si tu répètes le geste de l'autre, si tu te laisses attraper par son irritation, tu ne fais que multiplier ce que tu cherches supposément à éviter. Le contrôle de soi le plus profond n'est pas seulement de résister à ton propre impulsion, c'est apprendre à te protéger du poison émotionnel que les autres déversent. Observe, respire et lâche prise. Laisse le mauvaise humeur de l'autre passer comme un courant froid. Tu décides si tu ouvres la fenêtre ou si tu la fermes. Il y a des gens qui confondent empathie et mimétisme, qui croient que pour soutenir quelqu'un, ils doivent assumer son état d'esprit comme le leur. Mais c'est le piège le plus facile et le plus coûteux. Le véritable calme commence lorsque tu es capable de rester intact dans la fumée, lorsque tu ne sautes pas à la première provocation, ni ne rejoins le cœur des plaintes. Ta paix ne doit pas être otage des gestes des autres. Si tu apprends à identifier quand la colère que tu ressens ne vient pas de toi, mais qu'on te l'a collée, tu fais un pas géant vers la véritable indépendance émotionnelle. Ne deviens pas le reflet du pire des autres. Décide d'être la limite. Le point où la colère s'arrête et se dissout. C'est la dignité de celui qui ne se laisse pas contaminer. 5. Anticipe les dégâts de vos impulsions. La plupart des gens ne se fâchent pas, ils se font du mal avec des excuses. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut affronter. Vous voulez penser qu'exploser vous défend ou que crier vous libère, mais tout ce que vous faites, c'est vous payer avec de la souffrance future. Avant de vous laisser emporter par l'urgence de répondre, vous avez l'obligation d'anticiper les dégâts. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez l'impulsion, vous ne brisez pas seulement le moment. Vous laissez une marque dans votre relation, vous épuisez votre propre image et vous commencez à porter une facture qui arrive toujours. Vous n'êtes pas une victime de vos émotions, vous êtes complice de votre sabotage. Certains se justifient en disant qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, qu'ils en avaient besoin, comme si le besoin de soulagement immédiat justifiait de ruiner ce qu'ils ne sacrifieraient jamais à froid. Aveuglé par l'inertie mentale, vous ne voyez pas le coup, vous perdez le respect de vous-même, vous semez du ressentiment et vous vous enfoncez dans la répétition du même cycle misérable. C'est aussi simple que cela. Chaque réaction incontrôlée est un investissement dans votre propre médiocrité. Personne ne vous entraîne, c'est vous qui signez le contrat. Pensez-vous vraiment que les dégâts disparaissent parce qu'ensuite vous demandez pardon? Le mot ne gomme pas l'impact, ne ressuscite pas la confiance, ni ne répare le poids que vous avez infligé à l'autre. Ce que vous faites sous l'impulsion est ce qui vous définit le plus, et c'est là que le caractère se brise ou se construit. Si votre première réaction est toujours de céder à la colère, votre vrai visage est celui du faible qui ne pense pas avant d'agir, et c'est ce que les autres finissent par retenir. Il n'y a pas d'acte plus stupide que de perdre son calme pour des choses insignifiantes. Vous ne regrettez presque jamais de vous être contrôlé, mais vous regrettez toujours d'avoir explosé. Répétez ceci. L'impulsion est un ennemi, pas un allié. Si vous n'êtes pas capable de voir les dégâts avant de les provoquer, alors vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes qu'un rouage de votre propre chaîne d'erreurs. Regardez en face le prix. Des disputes qui pourrissent, des liens qui se refroidissent, des opportunités qui se ferment parce que vous avez préféré le soulagement de 5 secondes à l'effort de vous contenir.
Personne n'admire celui qui se justifie par son caractère. Vous n'inspirez que de la pitié ou de la distance. Votre vie entière est la somme de vos petits autocontrôles ou de vos petites capitulations. Si vous refusez de prévoir les dégâts que votre impulsion va causer, vous êtes comme celui qui tire sans regarder, lâche et aveugle. Le véritable respect de soi commence lorsque vous choisissez la douleur inconfortable de vous arrêter plutôt que la satisfaction stupide d'exploser. Ce que vous anticipez, vous pouvez l'éviter. C'est la différence entre celui qui évolue et celui qui se ruine. N'attendez pas de ressentir les dégâts pour apprendre la leçon. Prenez de l'avance, prenez vos responsabilités. C'est ainsi que vous cessez d'être votre pire obstacle. 6. Apprends à lâcher prise sur l'inutile. Tu t'accroches à la colère parce qu'au fond, tu crois que lâcher prise, c'est perdre. Tu te convaincs que si tu renonces à cette rage ou à ce ressentiment, tu deviens faible, que tu laisses les autres gagner ou que tu t'exposes au mal. Mais maintenir l'inutile te pèse beaucoup plus que cela ne te protège. Ce que tu traînes avec toi, vieilles offenses, disputes non résolues, déceptions répétées, n'est pas de la force. C'est un fardeau. Tu t'habitues tellement à ce poids que tu oublies comment c'est de marcher léger et ton esprit se spécialise dans la fabrication d'excuses pour ne pas laisser aller ce qui, en réalité, te fait sombrer. C'est là que commence le piège mental. Tu t'identifies tellement au malaise que tu crains que lâcher prise te laisse vide, comme si ton histoire personnelle dépendait de collectionner des griefs au lieu de choisir ce qui mérite de l'espace en toi. Lorsque tu examines les disputes qui te fatiguent le plus, il s'agit presque toujours de ton attachement à avoir raison, à l'image de la victime, à la fantaisie qu'un jour viendra la réparation parfaite plutôt que de la gravité réelle de ce qui s'est passé. Mais la vie paie rarement ses dettes émotionnelles. L'orgueil te murmure que supporter la colère est une preuve de caractère, alors qu'en réalité, c'est une résistance enfantine à accepter l'impermanence de tout. L'ego préfère porter l'inutile plutôt qu'admettre que lâcher prise exige plus de courage que de retenir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir où tu investis ton énergie. C'est la phrase que tu ne veux pas entendre parce qu'elle dérange plus que n'importe quel reproche extérieur. Le mécanisme est insidieux. Tu te répètes l'histoire encore et encore. Tu l'édites. Tu cherches des détails qui te donnent raison. Et chaque répétition solidifie ta position de victime ou de justicier. Combien d'énergie gaspilles-tu à revoir l'irrélevant, à répéter des réponses que tu ne diras jamais ou à désirer une reconnaissance qui n'arrivera jamais? Le temps que tu consacres à l'inutile est du temps volé à la paix que tu dis vouloir. Et la paradoxe est cruel. Plus tu t'accroches, moins tu as de contrôle. Le détachement n'est pas froideur, c'est autolidé. C'est te dire, avec brutalité, que tout ne mérite pas ton attention, que ta dignité réside dans la priorité de ce qui ajoute, pas dans la défense de ce qui te retire. La plupart des gens ne lâchent pas prise parce qu'ils confondent la douleur de lâcher avec la sensation de perdre quelque chose d'essentiel. Mais ce que tu perds n'est qu'un obstacle, un fardeau déguisé en bouclier. Le calme ne vient pas de gagner des disputes ni d'avoir le dernier mot, mais de lâcher la nécessité de prouver quelque chose. Celui qui sait lâcher prise n'est jamais enchaîné. Tu choisis ta liberté chaque fois que tu renonces au poids inutile, même si ton orgueil résiste. Pratique à lâcher l'inutile dans les petites choses, un commentaire, un regard, une critique, et tu verras comment l'esprit s'entraîne pour les grandes choses. Tu n'es pas ce que tu accumules, tu es ce que tu choisis de lâcher. C'est là que commence la véritable force. 7. Ne prends pas ce qui est étranger de manière personnelle. Tu es dans une réunion de travail et quelqu'un lance une critique directe, sans filtre, juste devant les autres. Tu ressens une décharge dans la poitrine, l'impulsion de te défendre ou de riposter. Mais si tu t'arrêtes et analyses froidement le mécanisme, la plus grande partie de cet impact ne vient pas de ce qui a été dit, mais de la façon dont ton esprit l'interprète. Le commentaire devient une menace seulement parce que tu le laisses passer par le filtre de ton ego, parce que ton histoire interne le transforme en une attaque personnelle.
L'erreur la plus courante est de supposer que tout ce que les autres font ou disent a quelque chose à voir avec toi, comme si chaque geste d'autrui était une évaluation de ta valeur ou une pièce supplémentaire du puzzle de ton estime de soi. C'est ainsi que fonctionne le piège mental. Tu crois que tu es le centre de la scène, que chaque réaction de l'autre est un jugement sur toi, alors qu'en réalité, dans la plupart des cas, chacun projette ses propres conflits, frustrations et manques. Ce qui est étranger est rarement personnel, mais ton filtre le transforme en un fardeau personnel. Si tu regardes clairement, tu remarqueras que la plupart des gens agissent depuis leur propre poids émotionnel, depuis leurs blessures non résolues, depuis l'urgence de libérer des tensions qui n'ont rien à voir avec toi. Un patron qui crie est probablement saturé de pression. Un membre de la famille qui critique répète ses propres insécurités. Quelqu'un qui te méprise ne voit pas ta réalité, mais le film mental dans lequel il est piégé. L'erreur stratégique réside dans le fait de laisser ces projections atterrir sur ton estime de soi et se transformer en colère, alors que tu pourrais simplement reconnaître leur origine et décider de ne pas porter ce qui n'est pas à toi. Ne mets pas les chaussures des autres si tu ne veux pas marcher sur leur chemin. Cette phrase, tu dois te la rappeler chaque fois que tu ressens l'impulsion de répondre avec colère à quelque chose qui, en réalité, ne t'appartient pas. L'autocontrôle à ce stade implique une décision consciente. Séparer ce qui vient de l'extérieur de ce qui surgit en toi, identifier les frontières entre ton monde intérieur et le chaos des autres. Si chaque provocation te tire, tu perds de l'énergie, de la dignité et de la clarté mentale. Tu deviens un acteur secondaire dans le film des autres. La véritable maîtrise consiste à observer la situation, à détecter l'intention derrière le geste et à te demander si cela mérite un espace dans ton esprit. La plupart du temps, le meilleur coup est de ne pas investir une seconde dans ce qui ne reflète que le conflit interne d'un autre. Ta paix n'est pas à vendre. Si tu intègres cela, tu deviens presque immunisé contre les provocations extérieures, car tu comprends que tu n'es pas une poubelle émotionnelle où n'importe qui peut déverser sa frustration. La pratique est simple et brutale. Chaque fois que quelque chose t'affecte, questionne si cela t'appartient vraiment ou si tu ne fais que porter le poids que quelqu'un d'autre ne sait pas lâcher. C'est ici que commence la véritable indépendance émotionnelle. Quand tu décides que rien d'étranger ne peut définir ta valeur ni ton état mental. 8. Sois patient même avec ce qui est difficile. J'ai du mal à l'admettre, mais la patience n'est pas mon instinct naturel. Quand quelque chose tourne mal, quand une personne difficile croise mon chemin, je ressens une pression sourde dans la gorge, les mains tendues, le corps poussé par l'urgence de régler le problème, de répondre, de presser le temps. Je me surprends à regarder l'horloge, à serrer les dents, à fabriquer intérieurement des arguments pour justifier mon impatience, comme si supporter l'inconfort était une injustice personnelle. Le bruit d'une voix qui retarde la file, la lenteur de celui qui ne comprend pas l'évident, jusqu'au clic répétitif d'un stylo au bureau, tout devient un rappel de combien je tolère peu ce que je ne contrôle pas. Et là se trouve le véritable conflit. L'impatience n'est pas une force, c'est l'incapacité d'accepter l'inconfort sans que cela te détruise de l'intérieur. Personne ne veut se voir ainsi, mais si tu es honnête, tu sais que le malaise ne vient pas du monde, il vient de ta résistance à ce que tu ne peux pas accélérer. La scène est toujours concrète. Tu attends que quelqu'un change, qu'il cesse de commettre les mêmes erreurs, qu'il te comprenne du premier coup, et quand cela ne se produit pas, la frustration s'accumule comme un fardeau physique. Tu le sens dans le froncement de sourcils, dans le pied qui tape le sol sans que tu le veuilles, dans la respiration superficielle. Le corps devient un tableau de signaux, tension dans le cou, épaules rigides, regard qui se durcit. Ce n'est pas un hasard si ce qui est difficile finit par sembler insupportable. C'est le filtre mental qui amplifie chaque désagrément, qui te convainc que la patience est perdre du temps, que céder de l'espace à l'inconfort est céder du pouvoir. Mais la vérité est autre. Ce qui est difficile ne se surmonte pas en criant ni en faisant des accès de colère.
On le surmonte quand on accepte que le temps ne danse pas à notre rythme et que la maturité consiste à supporter le processus sans perdre la tête. La patience n'est pas passivité, c'est un exercice actif de maîtrise de soi. Choisir d'attendre, de respirer profondément, de regarder le geste tendu de l'autre sans te permettre d'exploser, c'est un investissement quotidien dans ta propre force. La patience est une force sous contrôle. Si tu parviens à traverser le moment inconfortable sans céder à l'impulsion, tu découvres qu'il n'y a pas d'adversaire externe plus dur que ta propre intolérance. L'entraînement se trouve dans ces longues minutes où tout te demande de capituler. C'est là que se construit le muscle invisible du caractère. Ce qui est difficile ne disparaît pas parce que tu es impatient, mais cela devient plus supportable si tu cesses de lutter contre chaque obstacle. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'avaler en silence, mais d'apprendre à coexister avec l'inconfort sans le transformer en poison. Voir la personne difficile, écouter le commentaire maladroit, supporter le retard, c'est le véritable champ d'entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas te précipiter, de ne pas répondre avec irritation, de ne pas alimenter l'anxiété, tu renforces ta confiance en toi. Il y a une dignité silencieuse chez celui qui maintient son calme quand tout invite à l'excès. La patience est l'élégance de ce qui est fort. Ne cherche pas de raccourcis. Apprends à tolérer le lent, le maladroit, l'inconfortable. C'est la seule façon de ne pas devenir prisonnier de tes propres urgences. La patience n'est pas une faveur à l'autre, c'est une déclaration de pouvoir sur soi-même. 9. Priorise ta paix, pas ton orgueil. Traîner l'orgueil, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion d'avoir le dernier mot, de prouver que tu es supérieur ou de défendre ton ego blessé, tu ajoutes une pierre au poids que tu portes chaque jour. Pourquoi insistes-tu sur ce fardeau absurde? Parce qu'on t'a vendu l'idée que céder est une défaite, que lâcher ta position est perdre de la valeur et que garder la mâchoire serrée te protège de l'humiliation. Mais la vérité est beaucoup plus brutale. Chaque fois que tu mets ton orgueil avant ta paix, tu achètes à crédit ta propre fatigue. Tu deviens esclave d'un mécanisme qui ne te vole que de l'énergie et te laisse vide. L'orgueil te promet de la force, mais il te livre de la faiblesse. Il te vend de la dignité, mais ne te laisse que solitude et épuisement. Prends la paix plutôt que le prestige, car le prestige est un mirage. Tant que tu crois avoir besoin de gagner chaque discussion ou de sortir indemne de chaque affrontement, ton esprit sera enchaîné aux circonstances et à l'approbation des autres. Et ainsi, peu importe combien de fois tu gagnes, tu continues à perdre ce qui est le plus important. Ne te trompe pas, l'orgueil n'est pas de la noblesse, c'est de la peur déguisée en courage. C'est la voix intérieure qui te chuchote que si tu ne te défends pas, tu seras écrasé. Si tu ne t'imposes pas, tu seras effacé. Mais quand tu examines avec honnêteté ce que te vole l'orgueil, tu réalises que tu ne gagnes même pas de respect. Tu ne fais que semer distance et ressentiment. La prochaine fois que tu ressentiras cette urgence de répondre avec force, de marquer ton territoire ou de corriger celui qui te contredit, arrête-toi un instant et demande-toi si cette bataille mérite ce qui t'appartient vraiment, ta paix intérieure. La plupart des conflits quotidiens ne sont rien d'autre que des querelles pour des détails insignifiants, pour des nuances minimales que demain tu ne te souviendras même pas, mais qui aujourd'hui te coûtent des heures de malaise. Ne sacrifie pas ta tranquillité pour une victoire inutile. Répéter ce principe est inconfortable, car l'esprit résiste à baisser la garde, mais chaque fois que tu priorises le calme sur l'orgueil, tu renforces la partie la plus mature et forte de toi-même. Le véritable autocontrôle se mesure dans ces secondes où tu peux choisir entre exploser ou lâcher prise, entre rester ancré dans le ressentiment ou le laisser passer comme quelqu'un qui laisse tomber une pierre inutile. Ne confonds pas dignité avec obstination. Il y a plus de pouvoir chez celui qui sait se retirer à temps que chez celui qui se bat jusqu'à l'épuisement total. La paix n'est pas pour les lâches. Elle appartient à ceux qui en ont déjà assez de vivre de manière réactive.
Si tu veux vraiment évoluer, accepte cette vérité inconfortable. Céder sur le superficiel, c'est investir dans l'essentiel. Tu n'es pas moins en ne répondant pas. Tu es plus fort en ne tombant pas dans chaque provocation. Choisis ta liberté plutôt que ta vanité. Choisis ta paix et tu verras que le reste cesse d'avoir de l'importance. 10. Fais de l'autocontrôle une habitude quotidienne. L'autocontrôle n'est pas un objectif, c'est une discipline quotidienne où ce n'est rien. C'est la ligne qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui restent piégés dans le même cycle de réactions et d'excuses. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux lire toutes les phrases inspirantes, te promettre chaque matin que, aujourd'hui, tu vas garder ton calme. Mais si tu ne transformes pas l'autocontrôle en une habitude aussi naturelle que respirer, tes progrès seront toujours fragiles, provisoires, soumis aux fluctuations de tes états d'âme. L'esprit, par défaut, recherche le soulagement immédiat et si tu ne l'entraînes pas, il va te traîner encore et encore sur le chemin connu de l'irritation et de la décharge. Ici, il n'existe pas de chance, seulement la répétition consciente de petites décisions inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent partie intégrante de ta structure. Personne ne naît maître de soi. Cela se forge en choisissant chaque jour l'effort de retarder l'impulsion au lieu de s'y abandonner. La première chose que tu dois déconstruire est la croyance que l'autocontrôle est réservé aux situations extrêmes ou aux personnalités fortes. Non, le muscle se construit dans le minimum, dans la façon dont tu réagis au trafic, à l'oubli d'un autre, à un commentaire maladroit, à la petite frustration qui insiste pour apparaître. Si tu te permets de perdre ton calme dans les détails, tu t'entraînes à échouer quand cela compte vraiment. Chaque réaction automatique est une micro-fracture qui, additionnée, te définit bien plus que les grands gestes occasionnels de sérénité. L'habitude ne se construit pas dans la théorie, mais dans les secondes inconfortables où tu choisis de garder le silence, de respirer profondément et de laisser passer la provocation. Répète ce principe. La maîtrise d'aujourd'hui est la base du caractère de demain. Le conflit réside dans l'esprit qui cherche des excuses pour retarder le changement. Ce n'est pas si grave. Cette fois, j'avais raison. L'autre l'a cherché. Mais derrière chaque justification se cache la peur de lâcher le soulagement immédiat, de faire face au vide momentané qui reste lorsque tu ne te décharges pas. L'autocontrôle quotidien consiste à supporter ce vide sans le remplir de bruit, à résister à la tentation de céder à l'impulsion et, à la place, à rester avec le poids de la pause quelques secondes de plus. Ce n'est qu'ainsi que tu reprogrammes le mécanisme. Ce n'est qu'ainsi que l'autocontrôle passe d'une pause occasionnelle à devenir la base de ta vie. Fais de l'autocontrôle une habitude quotidienne car il n'existe pas d'autre liberté réelle. La répétition est le seul chemin. Personne ne respecte celui qui est esclave de ses impulsions, même pas toi. Si aujourd'hui tu choisis la discipline, même si cela te dérange, demain tu auras le caractère que tu admires. Reste ferme, l'autocontrôle est l'investissement le plus rentable que tu